Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire consacré à l'outil CRM. Deuxième journée de notre semaine Sync Éducation. Vous savez, c'est la semaine de réflexion que nous proposons chez Newstalk et Campus Matin. Un webinaire consacré au CRM que tous les établissements ont intégré d'une manière ou d'une autre dans leur gestion quotidienne de leurs activités. Alors bien sûr, vous le savez bien, des disparités demeurent entre les différentes structures, mais on sent bien désormais la nécessité d'adresser les différentes communautés de manière plus efficace, plus homogène, afin de traiter mieux les données collectées, récoltées, et être en phase avec ses propres objectifs au regard de toutes les parties prenantes. Alors, on parle de communication, on parle de commercial, on parle d'information et même d'engagement des différentes communautés. Et le CRM est un outil évidemment indispensable pour mobiliser toutes celles et ceux qui sont autour des établissements d'enseignement supérieur ou ceux qui pourraient être autour et qui ne sont pas encore. Alors, comment être plus efficace? Nous allons partager des regards d'experts et des bonnes pratiques également avec des responsables d'établissement dans l'heure qui arrive. N'hésitez pas à vous poser vos questions. Notre partenaire, c'est Eudonet, avec qui on travaille bien main dans la main. Alors, je vais présenter quand même nos invités. Ça serait bien que vous les connaissiez et que vous sachiez qui va parler aujourd'hui. Olivier Bulat, directeur des systèmes d'information chez Sigma Clermont, Clermont-Auvergne INP. C'est un nom un peu à rallonge, mais au moins, on sait d'où vous venez. Olivier. Clairement, il fait froid là. Là, à Paris, c'est très froid, mais j'imagine que chez vous, c'est chaud quand même. Enfin, c'est chaud dans le sens inverse. Laurent Juillard, directeur adjoint du développement à la Fondation Isaïe Super-Héros. Alors, c'est l'organisme à but non lucratif à côté de l'école, qui est chargé notamment de faire émerger les projets à impact pour l'établissement. C'est bien ça. Mais en tout cas, vous êtes très attaché, évidemment, avec la Fondation, à aller chercher celles et ceux qui pourraient s'engager aux côtés, et celles et ceux, évidemment, qui font l'école et qui font son financement, puisqu'on en parlera avec la Fondation. Deux spécialistes de Donet qui nous proposeront un regard. Émeric Donche, expert CRM et enseignement supérieur, recherche, innovation chez Eudonet. Donc ça tombe bien parce qu'on va parler de supérieur. On compte sur vous pour nous éclairer, surtout pour donner toutes les bonnes clés pour réussir sa transformation, en tout cas son organisation, pour avec un CRM performant. Et Laurent Romeau, directeur du marché enseignement supérieur chez Eudonet. Et lui, Laurent, il a une vision un peu globale, si vous me permettez. Et est-ce que vous pouvez nous proposer, pour entrer un peu, d'abord, nous dire un mot sur Eudonet, et puis surtout nous proposer une vue d'hélicoptère de cette problématique. Aujourd'hui, le CRM, aujourd'hui, quels usages et quelles sont les pratiques que vous avez pu constater, parce que vous êtes worldwide, si je puis dire, donc vous avez quand même une vision un peu large. Oui, merci Gilbert, en effet. Bonjour tout le monde. Donc très rapidement sur ce sujet qui est assez vaste, mais Eudonet, c'est un CRM dédié à l'enseignement supérieur. On existe depuis plus de 20 ans, on est un éditeur français. Voilà, certains doivent nous connaître, d'autres vont nous découvrir aujourd'hui. Et Eudonet a la particularité effectivement d'avoir un outil hyper central, enfin, spécialisé pour tous les métiers de l'enseignement supérieur et encore plus maintenant, puisque l'année dernière, on a intégré et acquis de nouvelles sociétés, notamment NetAnswer pour la gestion de la communauté des alumni et GiveExpert pour le fundraising. Mais après avoir dit tout ça, c'est que il faut évidemment imaginer. Donc, vous savez de quoi vous parlez, c'est ça l'essentiel. Oui, voilà. on est assez, très très spécialisé sur ce domaine-là. Et une fois dit tout ça, c'est que tout ça doit fonctionner ensemble. Voilà. Donc le CRM, c'est quoi les usages principaux? Il est très généralisé dans l'enseignement supérieur, au niveau des universités ou des établissements. Ce qui va couvrir tout ce qui va concerner les métiers du recrutement, de la collecte, que ce soit la taxe d'apprentissage ou évidemment les dons, la relation entreprise de partenariat, la valorisation de la recherche, l'animation des réseaux d'alumni, tout ce qui va concerner le recrutement, mais c'est pour la formation initiale, la formation continue. Donc évidemment, le spectre de couverture est très très large. Les bénéfices attendus, en tout cas, ce que nous on pense et ce qui est ce que nos clients nous disent, c'est que les bénéfices, les enjeux, c'est la collecte de l'information, la consolidation de l'information et le partage de l'information. Voilà. Parce qu'on imagine bien que quand on a toute cette mine d'or de données et qu'on le partage avec tout le monde, on est encore plus fort. Parce que les objectifs
objectif aujourd'hui que l'on ressent dans l'enseignement supérieur, c'est à la fois développer les fonds propres de l'établissement ou de l'université. Voilà. C'est capitaliser sur sa donnée pour atterrir et obtenir ce résultat. Mais c'est aussi proposer à tous ces utilisateurs en interne et à tous ces utilisateurs externes, c'est-à-dire toutes les populations qu'on veut adresser et qu'on veut toucher, c'est proposer les meilleurs outils, les meilleurs services, que ce soit donc en back-office, donc tout ce qui va concerner en interne l'exploitation de ces données, et front office, donc en externe, toutes les vitrines qu'on va proposer aux différents interlocuteurs. Voilà. Pardon? Non, on vous écoute, on voit vos paroles. Excusez-moi, voilà. J'ai des questions encore, mais je vous laisse finir. Puisque la donnée, c'est le cœur, c'est le moteur de tout cela, en fait. Hein. C'est-à-dire que la donnée que l'on va collecter ou que l'on va enregistrer avec tous ces outils, c'est ce qui fait évidemment la richesse de l'université ou de l'établissement. Donc, elle doit être fiable. Hein, et c'est vrai que pour qu'elle soit le plus fiable possible, il faut utiliser des outils d'interfaçage ou de connexion, parce qu'il y a plein de données qu'on peut récupérer de manière, alors, via l'open data par exemple, ou des connexions avec des services proposent de renseigner tout un tas d'informations parce qu'elles sont connues, disponibles, et autant les aspirer dans le CRM. Voilà. Et puis il y a d'autres données qui sont très volatiles, qui bougent tout le temps. Je pense particulièrement aux diplômés, enfin aux anciens. Là, c'est hyper important de capter cette information, mais c'est pas chaque utilisateur dans son coin qui va mettre à jour à la main les différentes coordonnées, adresses, tout ça. Donc, il faut bien proposer à ces gens-là un support web, pour que ce soit eux qui soient maîtres de leurs données et qui vous la partagent en étant le plus fiable possible. Voilà, donc c'est tous ces enjeux autour du back-office et du front-office qu'on veut adresser aujourd'hui. Une question peut-être pour entrer dans le plein pied dans le débat. Est-ce qu'on est mature en France versus… alors les États-Unis, eux, ils ont déjà adressé les communautés, ils savent collecter, les anglo-saxons même en général, puisque en Angleterre notamment, les communautés sont adressées de manière assez, j'allais dire agressive, c'est pas le terme, mais de manière un peu dynamique. Là, est-ce qu'on a encore à progresser beaucoup en France? Alors, on est de plus en plus mature. Enfin, avec Emeric, ce qu'on constate, c'est que aujourd'hui, les projets dans les universités et les grandes écoles ou les établissements, il est réfléchi de manière globale sur j'ai besoin de CRM et puis d'outils métiers en interne, et j'ai besoin de leur équivalent front office pour l'externe. Voilà. Donc, il est déjà réfléchi pour tout coordonner et tout imbriquer. Donc c'est vrai que la réflexion SI est plus mature qu'avant. Emeric, c'est vous le chef du secteur Estrie. Donc, alors, justement, quel est votre regard? Ouais, moi je pense qu'effectivement la maturité est, alors, sans dire qu'on va rattraper les États-Unis ou l'Angleterre, mais la maturité est là et je crois qu'on la voit bien même au niveau du vocable qui est utilisé par les établissements, où de plus en plus on entend parler de fonds propres et puis d'employer des termes anglo-saxons d'inbound, de marketing, et puis même parfois on commence à entendre parler de chiffre d'affaires, etc. Et donc je pense que ça dénote bien vraiment un petit peu un changement de mentalité presque. Alors, Denis Guibard, notre ami qui dirige l'IMT Business School, je le salue au passage, il nous signale qu'il n'y a pas de L dans notre débat. On aurait dû, on aurait pu, on a dû organiser avec les forces en présence, parce qu'on a cherché, on a été un peu, on s'est organisé comme on a pu, mais évidemment, tous nos webinaires et toutes nos rencontres sont faits à la lueur de l'égalité et de la parité. Évidemment, merci Denis pour cette remarque, mais je sais que Denis est très pertinent sur ce sujet, et d'ailleurs, l'égalité des chances est un des socles de l'IMT Business School. Allez, question pour vous, et on sortait du sujet, pardonnez-moi, nos deux responsables d'établissement, Olivier et Laurent J, parce que vous avez bien compris qu'il y a un Laurent R et un Laurent J. Alors, Olivier, d'abord, le CRM chez vous,
Est-ce qu'on l'a mis en place? Alors, Sigma, c'est l'école d'ingénieurs, mais Clermont-Auvergne INP, c'est un grand ensemble hein, donc, qui regroupe plusieurs milliers d'étudiants et de parties prenantes. Alors, le CRM, le degré de maturité, pour rebondir à la question. Donc actuellement, c'est un outil, c'est un outil d'ERP hein, qui a été déployé uniquement à l'échelle de l'école Sigma Clermont. Donc le fait d'avoir un CRM qui est intégré à un ERP, ça a des avantages et peut-être certainement des inconvénients également. Le gros avantage, c'est justement dans ce qu'on évoquait sur la collecte, c'est qu'il y a beaucoup de données qui sont collectées automatiquement. C'est-à-dire que dès qu'on parle d'un stage, d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat professionnel, ben, automatiquement, ça vient compléter les entreprises et les interlocuteurs qui sont associés à ces étapes-là. Donc, pour donner un ordre d'idée de notre maturité, là, même si la volumétrie n'a pas forcément toujours de signification, mais on traite 13 000 entreprises et 30 000 contacts. Et en fait, parmi ces chiffres-là, je ne vous cache pas qu'il y a certainement des entreprises qui sont déjà mortes et des interlocuteurs, malheureusement, également. Donc, la qualité de données, c'est toujours quelque chose d'important. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure, la qualité des données. Alors, votre micro frotte sur votre veste, ce qui donne un… Voilà, vous venez de faire la démonstration. Si vous voulez le décoller juste de votre col, le micro du casque, ça sera formidable. Alors, le micro directement, voilà. Ça serait beaucoup, voilà. Merci. Alors, la qualité des données. Vous disiez, il y a des entreprises, mais pour eux, il faut régler ce problème. Donc, la qualité des données, c'est un enjeu qui est très, très important et c'est typiquement le genre de base de données très vivante où des gens apparaissent, disparaissent et où, du coup, le maintien d'une bonne qualité est compliqué à obtenir. Donc, la stratégie, elle est très différente selon les cibles que l'on vise. Au niveau de nos populations étudiantes, il n'y a aucun souci de qualité. Est-ce que vous pouvez rappeler quelles sont les grandes cibles? On posera la question également à Laurent J. Donc, les grandes cibles, c'est d'abord bien sûr les étudiants qui sont chez nous. C'est aussi des étudiants qu'on espère futurs dans des logiques de sourcing de candidats. Donc, nous, étant donné nos modes de recrutement, c'est surtout ciblé sur des admissions sur titre, par exemple. Mais ce sont aussi nos anciens élèves. Ça va être des parents d'élèves, des entreprises, mais quand je parlais des 13 000 et quelques organismes, on travaille aussi beaucoup, par exemple, avec des lycées pour aller vendre notre école dans les lycées qui hébergent des classes prépa. Tout ce qui est université, notamment internationale, pour tout ce qui est mobilité, on a également un grand nombre d'interlocuteurs. Et puis, ça peut aller beaucoup plus loin sur des interlocuteurs que l'on va adresser dans des logiques de communication pour envoyer des vœux, pour envoyer des newsletters. Donc, c'est essentiellement des sociétés et des centres de formation, mais on a aussi des administrations, des organisations professionnelles, des associations, des partenaires X ou Y. Laurent Juliard, pardonnez-moi, je suis familier à Laurent J, je vous appelle comme ça. Mais d'abord, quelles sont vos grandes cibles et votre réaction par rapport à tout ce qui a été dit? Alors, Laurent, je crois qu'il y a des gens derrière vous. Oui, s'il y a du monde derrière qui parle, s'il vous plaît. Donc oui, en effet, nos cibles principales, nous, on va avoir bien sûr les alumni, les étudiants, on va avoir aussi quelques parents d'élèves. On peut aussi avoir des gens passionnés ou acteurs du secteur aérospatial, parce qu'on est une école généraliste, mais orientée, et bien sûr, après, avoir les entreprises. Donc voilà pour ce qui est de nos cibles. Et alors, justement, sur le CRM, comment vous avez mis en place? Comment vous avez est-ce que vous avez une stratégie? Est-ce qu'on peut parler de stratégie spécifique? Ouais. Alors, donc nous, le CRM, on en a un depuis 2016. Clairement, je me rappelle de ma prof à l'ESSEC qui disait que on chasse dans un zoo. C'est-à-dire que nous, on s'adresse à une communauté assez restreinte. On n'est pas énormément grand public. Et on a aussi, du coup, aujourd'hui, nous, un CRM. On a l'école également qui s'est dotée de données également, mais pas du même CRM que nous. Et après, on a l'association des alumni aussi qui a NetAnswer. Et on a nous-mêmes, du coup, on a l'intégration
totale, étant donné qu'on a également notre formulaire de don qui est GiveExpert, et donc qui n'était pas encore à Edenet à l'époque, mais voilà, qui l'est aujourd'hui. Donc en fait, vous rajoutez une couche, hein, vous nous expliquez qu'il y a différentes cibles et il y a différentes sources. C'est-à-dire que dans les institutions qui collectent les datas, et on en parlera avec Aymeric et Laurent, mais le Laurent R tout à l'heure, justement, comment on s'organise, parce que c'est ça un des sujets clés. Tout à fait, oui, parce qu'on va avoir l'association des alumni qui va collecter des données via NetAnswer, donc un réseau social où chaque individu va pouvoir intégrer ses données lui-même. Nous, on va collecter des données à travers les dons et les événements qu'on va organiser. Et l'école aussi collecte des données de son côté. Pour partager les données, on a mis en place en fait une charte tripartite qui permet aussi de parler de gouvernance un petit peu des données. Et c'est vraiment quelque chose de très important. Hein. Nous, c'est vraiment le cœur de notre métier, la donnée. Et cette charte tripartite, elle est là un petit peu pour donner des intentions sur les rapprochements qu'on va avoir, les intérêts qu'on va pouvoir partager, sur une volonté d'harmonisation des données. Ça permet de donner un cadre aussi, de cadrer cette coopération, de coordonner les stratégies et de travailler tout ça dans le cadre des RGPD et du consentement qui est vraiment important. Aymeric et Laurent, pardon, excusez-moi, vas-y, allez-y. Non, donc les enjeux par rapport à ça que je vois, moi, c'est vraiment la qualité de la relation avec notre communauté, de commencer aussi à travailler cette relation dès le plus jeune âge, c'est-à-dire quand ils sont encore, captifs dans l'établissement, et après d'être dans une démarche de test and learn et vraiment d'être dans une démarche de progression et de conduite du changement, parce que c'est vraiment le CRM aussi un outil qui va venir transformer la culture aussi d'entreprise. Aymeric et Laurent, alors le Laurent de Edenet, je me posais la question quand j'entendais Laurent J. Je me disais au fond, un CRM, c'est l'alignement de l'organisation qui s'impose d'elle-même, de lui-même. C'est effectivement tout l'objectif, hein, cette mise en place du CRM. Mais effectivement, comme disait Laurent J, c'est que quand il y a plusieurs acteurs, comme l'association des anciens, la fondation, l'école, pourrait penser que le partage d'informations, il est évident, mais il n'est pas forcément comme ça. On fera pas de webinaire. Voilà, et c'est vrai que les informations que chacun, non, enfin pas de son côté, mais chacun va récolter, pourrait servir aux autres finalement, notamment fondation, alumni, mais aussi à l'établissement qui pourrait trouver dans ses anciens et ses donateurs, des vacataires, des candidats pour de la formation continue. Enfin, voilà. Aymeric, j'imagine que ce qu'on met en avant, alors il y a des questions qui arrivent déjà, mais j'imagine en plus que ça tiraille et ça défouraille parfois entre services qui ne veulent pas partager. C'est un enjeu aussi stratégique dans les organisations. Ouais, vous avez raison, Gilbert, parce que souvent, la difficulté du partage d'informations, elle est plus du côté humain que du côté technique, humain ou organisationnel d'ailleurs. Et nous, on va toujours encourager à un maximum de partage d'infos parce qu'au final, l'objectif ultime dans le CRM, ça va être de tracer ce qu'on va appeler le cycle de vie du contact, puisque en fait, au départ, dans certains cas, le contact, il va commencer par être prospect avant d'intégrer l'école, parce qu'il est étudiant, il va intégrer l'établissement, et puis quelque part, il est client pendant toute la période où il est étudiant, et moi j'aime bien dire qu'il redevient prospect en même temps qu'il devient alumni, parce qu'il va être sollicité pour de la formation continue, pour la taxe d'apprentissage, il va peut-être être pourvoyeur de stages d'alternance et peut-être donateur. Et cette vision-là, pour moi, c'est le but ultime du CRM d'enseignement supérieur, pour pouvoir évidemment bien segmenter et bien communiquer derrière en fonction des profils. Laurent et Olivier, au sein de vos institutions, ça tiraille, je dirais, ça défouraille, c'est peut-être un peu too much, mais ça tiraille un peu pour partager, justement, puisque la fusion des données est
et le partage des données, c'est visiblement le sujet clé. Puisque on a vu, j'avais une étudiants, alumni, parents d'élèves, entreprises, lycées, internationales, la communication, les VIP, les journalistes, les experts, les passionnés pour l'aéronautique. Ça fait un paquet de communautés à aller chercher. Et tout ça, il faut bien qu'à un moment, ça se retrouve. Alors, pas peut-être avec les mêmes communications, mais en tout cas, que ça se retrouve au sein d'un outil homogène. En tout cas, nous, à Sigma Clermont, la culture, c'est vraiment le partage. Mais après, c'est très, très dépendant de la partie politique sur les contours. C'est-à-dire que c'est vraiment un partage à 100% à l'échelle de l'école. Donc, j'inclus dans ce lot-là les alumni et la fondation d'industriels qui est derrière l'école. Typiquement, donc, je suis aussi mon établissement est un regroupement de 3 écoles. Et là, à ce jour, on ne partage pas, Sigma ne partage pas tous ses contacts parce qu'il y a des éléments stratégiques derrière de concurrence sur la vente de stages, la collecte de taxes d'apprentissage et des choses comme ça. Donc, c'est un sujet qui est pas simple à aborder puisqu'on est à la fois frères et sœurs et on est dans des logiques où le partage n'est pas forcément souhaité par ceux qui ont capitalisé l'information. Mais Émeric et Laurent nous diront que c'est possible de faire des validations par data ou par information. On n'est pas obligé de tout partager. Évidemment, combien vous donne telle entreprise, c'est peut-être pas la peine de le donner aux copains. Simplement dire que voilà le bon contact. Laurent J, même question pour vous. Parce que c'est vous qui m'avez soulevé le sujet. Moi, vous m'avez dit, moi, je suis de la fondation. Attention, je suis pas d'école. Hein, donc, et je me suis dit, mais au fond, il a raison. Et pourtant, vous avez un sujet important d'aller collecter des fonds, d'aller sur un sujet clé. La transition, l'impact, c'est quand même au cœur de l'ADN et de la machine des écoles aujourd'hui. Donc, on voit bien qu'il y a ce sujet quand même qui est prégnant. Oui, tout à fait. La question du partage, elle est centrale. Nous, donc, du coup, on a mis en place cette charte avec l'école et avec l'association des alumni. On partage des données régulièrement, on le fait dans le cadre des RGPD, on fait aussi des consentements croisés, c'est-à-dire qu'on va récupérer aussi pour les autres des consentements. Nous, par exemple, dans notre formulaire de don, on demande si les personnes qui nous font un don souhaitent transmettre leurs coordonnées à l'association des alumni, les associations d'alumni sur leur réseau permettent aussi aux alumni de cocher et de dire voilà, je souhaite transmettre mes informations à la fondation. Et ce partage, il est important pour moi, c'est le Graal. C'est-à-dire, je rêve d'avoir un jour un outil commun où les données sont partagées. Et vous êtes écouté vous êtes un rêveur ou vous êtes écouté au niveau de l'organisation? Alors, on trouve des échos dans chacune des organisations. Après, l'enjeu, c'est de réussir justement à construire ce cadre qui permet de donner confiance et d'encadrer et de savoir qui va gouverner la donnée, qui va appeler. C'est la question du qui, quoi et du comment. Je me retourne vers nos amis de Donet. On voit bien, techniquement, on est assez mature. On sait faire, aller chercher de la data. On a des questions très précises. Est-ce que je peux mettre sur une brique? Est-ce que je peux utiliser sur telle partie? On y répondra tout à l'heure. Mais on voit bien que techniquement, on peut faire très vite. Et en fait, s'il y a lenteur, elle passe par la conviction et ce changement, la fameuse conduite du changement. On pose d'ailleurs une question. C'est combien de temps la conduite du changement? Laurent ou Émeric qui veut répondre? Alors, moi, je dirais que c'est très variable en fonction de la taille du projet, du nombre d'utilisateurs impliqués et du nombre de services ou de structures impliquées. Parce qu'évidemment, plus on va avoir de services et encore plus de structures impliquées dans le projet, et plus il y a un risque de frilosité au niveau de la volonté de partager les infos avec le service d'à côté. Ouais. Mais quoi, c'est entre 3 mois et 24 mois? Est-ce que c'est 6, 12 mois? Quelle est la difficulté, la durée de cette transition? C'est Pierre Cartier qui nous pose la question. Moi, je dirais entre 3 et 9 mois. D'accord, ça laisse une amplitude quand même importante. Ça veut dire que Pierre Cartier, qui est du Mans Université, et on le remercie d'ailleurs de nous écouter, de nous suivre. Donc, on voit bien l'éloge de la lenteur, Laurent et Olivier. Il ne faut pas se précipiter, Olivier, quand on est au sein d'une grande machine comme la vôtre. Puis je pense que contrairement à d'autres projets, c'est vraiment un projet, un CRM qui n'a pas de début, enfin qui a un début mais qui n'a jamais de fin. C'est-à-dire que c'est vraiment un cycle d'amélioration continue où on est obligé, alors qu'on pense être arrivé à un régime stabilisé, de constater des défauts de qualité d'information, des défauts de circulation de l'info et donc de relancer un partage, une mise en qualité, des choses comme ça.
Et c'est là aussi où certaines fonctionnalités des outils sont très, très intéressantes, notamment, par exemple, des mises à jour en batterie. C'est-à-dire que si vous avez 13 000 entreprises et 30 000 interlocuteurs, si vous voulez tout d'un coup essayer de mettre en qualité les infos et que vous devez reprendre un à un chacun de ces items, ça peut être très compliqué, alors que des fonctionnalités de mise à jour en batterie qui vous permettent de filtrer une population et de mettre à jour un champ en une seule transaction, c'est des choses qui sont très, très intéressantes pour la qualité. Mais ça signale que, de toute façon, Emery, je vous passe la parole, mais ça signale évidemment que l'outil CRM, c'est évidemment pour fluidifier l'information. Puisque elle la traite, elle update, si je puis dire, elle la met à jour, et puis elle la rend accessible, c'est ça. Émeric, pardon, Laurent, Olivier, je voulais finir. Non, une des difficultés aussi dans ce type d'information, c'est qu'on est souvent dans un cas de figure où, par exemple, un service donné va être chargé de mettre en qualité les infos, mais qui ne vont bénéficier pas à lui-même, mais à d'autres. Et là, on s'aperçoit que le côté humain fait que ça, c'est difficile à maintenir dans le temps. Si quand je saisis un stage avec une nouvelle entreprise, je ne vais pas qualifier est-ce qu'il est susceptible de payer la taxe, est-ce que l'adresse postale est fiable, est-ce que le numéro de téléphone l'est aussi. Voilà, c'est un travail permanent et on comprend bien que dans le sprint quotidien de chaque personne, on peut prendre un raccourci à des moments donnés qui nuisent à la qualité. Ouais. Et oui, la qualité, Laurent, Gilles, pardon, Émeric, vous vouliez dire un mot, je vous laisse et après je repasserai la parole à Laurent. Oui, je crois qu'il y a plein de choses intéressantes dans ce que vient de dire Olivier, mais une en particulier, c'est que la donnée est une matière vivante quelque part et on ne peut pas se dire je ne m'en occupe pas, mais je compte dessus dans 6 mois, dans un an. C'est une perpétuelle mise à jour qui demande beaucoup d'efforts. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit vraiment l'avènement des solutions front office de type NetAnswer qu'on a cité tout à l'heure, qui vont permettre en fait aux contacts eux-mêmes de venir mettre à jour le CRM. Alors, ça demande de mettre du service en face. Il faut que les alumni aient un intérêt à se connecter. On est bien d'accord. Mais du coup, c'est un moyen très efficace de tenir l'information à jour sans effort. Oui, alors si on remonte d'un étage, et vous pouvez intervenir quand vous voulez, mais moi j'ai plein de questions à vous poser, c'est pour ça que je prends la parole. On parle des données, on parle de l'usage, de l'obsolescence des données, et on peut parler aussi de la gouvernance des données. C'est-à-dire que quand on monte un CRM, et on le voit bien avec nos deux amis, que ce soit à Isaïe Super-Héros ou à Clermont-Ferrand, à Sigma, pardon, on voit bien qu'il y a une problématique de qui pilote, qui tient le manche sur certaines données, cette gouvernance. Alors, Laurent ou Émeric, un mot sur cet aspect-là. Est-ce que quand vous pluguez un CRM, vous vous dites attention, qui pilote et comment ça va s'organiser? C'est une des premières questions qu'on pose et qu'il faut se poser. C'est qui pilote? Alors, quel service pilote les données? Et plus largement, même, qui pilote le CRM? Comme disait Olivier, il n'y a pas de fin entre GCRM. Enfin, voilà, c'est-à-dire que les habitudes de chaque utilisateur, de chaque service, les stratégies des établissements évoluent et changent. Donc, il faut évidemment faire évoluer les outils dans le sillage. Donc, il faut bien qu'il y ait quand même un groupe d'utilisateurs un peu experts au sein de chaque établissement qui pilotent et qui réagissent en fonction des évolutions et des axes stratégiques, quoi. Enfin, voilà. C'est à la fois qui est le maître des données, ok, mais c'est aussi qui est le maître du CRM et va l'accompagner et le faire évoluer régulièrement. Alors, moi, alors, se pose la question de l'organisation. Laurent, Olivier, comment ça s'organise chez vous? Est-ce qu'à chaque fois, il y a une personne dédiée alors, à Isaïe Super-Héros, j'ai bien compris, il y a la fondation et le reste du monde, mais est-ce que vous avez un interlocuteur? Oui, tout à fait. Alors, dans chacune des organisations, chacun est maître de sa base de données. Ensuite, nous, par exemple, au niveau de la fondation, on a mis en place des niveaux d'accès, de consultation, de modification sur notre base en interne. On a aussi, du coup, après, une normalisation aussi de nos données. Au niveau de l'école, on va avoir des interlocuteurs qui vont être sur la question du CRM et pareil à l'association des alumni. Il n'y a pas d'automatisme en termes de transfert de données. On a mis en place des méthodes, c'est-à-dire qu'on
s'organise pour se passer les données dans le cadre des RGPD, hein, toujours. Hein, vraiment, cette question des consentements, elle est importante. Et donc, on va, au niveau de la gouvernance des données, ouais, ça suppose aussi pour nous, du coup, une conduite du changement, en fait, qui doit être aussi impulsée au plus haut niveau de l'organisation. Pour moi, c'est aussi quelque chose qui doit être impulsé par la direction, qui doit être pris en main par les différents services, par les directions des services, pour que le CRM puisse se déployer et qu'en effet, chacun ne reste pas avec son tableau Excel dans son coin, mais vienne aussi verser à l'œuvre collective aussi, quelque part. Donc, il y a un investissement de temps. Nous, au niveau de la fondation, on va avoir une chargée de prospect research qui va être vraiment sur la qualification et la qualité de la base de données. Moi, en tant que directeur adjoint, je suis vraiment aussi dédié à cette question-là, à la fois sur l'évolution du système, qui soit bien adapté à nos besoins et qui puisse vraiment rendre les services qu'on souhaite avoir. Hein. Donc, s'assurer de son ergonomie, de la cohérence des données, d'accompagner aussi l'équipe, de faire parler la base, d'aller analyser, de challenger aussi l'outil, hein, et d'essayer de tirer meilleur profit. Alors, le donneur d'ordre, vous l'avez dit, c'est très intéressant ce que vous nous dites, ça doit partir d'en haut, c'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir un patron qui a un peu d'appétence avec l'informatique. Mais est-ce que, Olivier… L'informatique, mais… Enfin, vous voyez ce que je veux dire avec le digital, avec les usages. Oui, en tout cas, qui a compris l'intérêt et qui va le pousser en interne. Olivier, vous êtes DSI, vous, hein, clair, au moins dans votre titre. Oui, Olivier, c'est le DSI qui doit prendre en main ou c'est des profils comme celui de Laurent qui sont à la croisée des chemins? Alors là, moi, je pense qu'on est vraiment dans de la logique de conduite de processus plus que de parler vraiment d'outils informatiques. Donc, notre vision des choses, nous, c'est que la DSI reste très attachée à l'organisation des processus sans s'imposer comme la personne qui sait ou qui ordonne. Donc, nous, on relance de temps en temps quand on voit, par exemple, qu'il y a des soucis de qualité d'info. On relance avec les acteurs des choses. Donc, on a des règles qui sont relativement précises, par exemple, sur la création d'une entreprise pour éviter les doublons. Donc, on a une direction des partenariats industriels qui est le plus gros acteur dans ce domaine-là. Mais typiquement, on a un service des relations internationales qui va créer tout ce qui est entreprise, université partenaire à l'international. C'est la scolarité qui va créer les lycées. Donc, on a quelques segmentations comme ça, mais on a des règles. N'importe qui ne peut pas créer une entreprise comme ça, alors qu'on a une stratégie SI, nous, qui est vraiment très ciblée sur le fait de donner le piano à la personne qui a l'information. Donc, par exemple, on donne la main même à l'étudiant pour créer une offre de stage, mais dans cette création de l'offre de stage, il peut choisir une entreprise qui existe, mais il ne peut pas la créer lui-même. On est obligé d'orchestrer un certain nombre de règles autour de tout ça. Et comment dirais-je, est-ce que vous êtes quand même, comme vous disiez, vous voulez donner le piano, même si c'est un peu lourd le piano, le clavecin peut-être, parce que ça fait beaucoup à transmettre. Mais est-ce que quand même c'est vous qui êtes aux commandes? Je dis ça parce que ça reste aussi un sujet dans l'organisation. On parle de conduite du changement dans les questions qui nous arrivent. Est-ce que c'est vous le chef d'orchestre? Voilà, c'est ça la question. Donc oui, on pilote. En fait, dès qu'il y a un nouveau processus, on n'est pas du tout dans l'optique de dire, bon, les informaticiens, on sait comment il faut que ça marche et on va vous proposer tel ou tel outil. On associe tous les partenaires dans la construction du processus. Et typiquement, à partir du moment où vous avez des outils web pour le faire et que vous donnez la main à des gens pour intervenir, on ne se prive surtout pas de le faire. Mais effectivement, c'est quand même côté DSI, notamment par l'aspect que j'évoquais tout à l'heure, qu'une info saisie par un service est très utile à un autre. C'est dans cette coordination qu'on se positionne comme celui qui va lancer la réunion, par exemple, mais pas du tout dans le poste de celui qui ordonnerait ce qu'il faut faire aux autres non plus. Hein. Mais alors, Laurent et Aymeric, quand vous vous installez à CRM, ma question, elle est simple. Pardonnez-moi, je suis parfois un peu au niveau du terrain, hein, parce que c'est celles et ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Hein. Campus Matin, c'est vraiment le média des ceux qui font vivre les établissements. Est-ce que vous êtes avec les opérationnels qui vont aller chercher les entreprises? Est-ce que vous travaillez alors avec la DSI, mais jusqu'à quand et jusqu'à quel niveau d'intervention? C'est des problématiques assez concrètes, mais qui sont importantes, j'imagine, pour ceux qui nous écoutent.
Alors, je crois que c'est difficile de dégager une règle générale. Parfois, la DSI prend quasiment le rôle d'AMOA en maîtrise d'ouvrage. Et puis, parfois, entre guillemets, par manque de temps et de ressources, souvent, elle est notre interlocutrice sur les parties interfaçage de données, échange de données, mais pas tellement dans les processus et dans les fonctionnalités, où là, on est plutôt sur des fonctionnels dans les établissements. Est-ce qu'il y a un patron du CRM? Est-ce qu'il y a une fonction aujourd'hui? Parce que vous savez que les fiches de poste dans les universités, c'est un peu compliqué, hein, parce que c'est assez réglementé, voire assez rigide. Aujourd'hui, le digital a fait exploser tous ces profils de poste et on a du mal d'ailleurs à recruter des spécialistes. Est-ce qu'il y a un patron du CRM? Est-ce qu'il y a d'autres fonctions que vous avez identifiées? Laurent et Olivier, votre expérience sera utile d'ailleurs là-dessus. Moi, ce que je constate, c'est que le système idéal, c'est quand en fait un utilisateur métier s'approprie le processus, bien entendu, mais l'outillage qu'il y a derrière. Et un des meilleurs exemples que moi je peux citer justement dans la plus-value du CRM qu'on utilise, c'est quelqu'un qui organisait les forums dans les lycées et qui passait son temps en fait à réexpliquer à tous les élèves anciens de la classe prépa qu'est-ce qu'on attendait de lui et qu'est-ce qu'il fallait faire, en gérant sous Excel des inscriptions où il y a une règle de l'établissement qui dit qu'il ne faut pas qu'il y en ait plus de 2 à qui on va rembourser les frais de déplacement. Et la personne vient avec son souci, on maquette ensemble, on fabrique vraiment l'outil ensemble. Et derrière, moi, c'est un processus dont j'entends plus du tout parler, où ce sont vraiment les gens de la scolarité qui s'occupent de ça, qui se sont appropriés les choses, et où on a un système où l'étudiant s'inscrit, dès qu'il y en a 2 qui sont inscrits, le lycée disparaît. Enfin voilà, avec des outils qui sont très efficaces. Laurent Aymeric, c'est ça. Je suis d'accord avec l'idée, en effet, c'est une bonne méthode de partir de cas concrets pour ensuite établir des méthodes de collaboration et des automatismes en fait, dans nos comportements vis-à-vis de la donnée et de travailler à partir de cas concrets. Ça permet aussi aux gens de s'approprier l'outil et d'y voir l'intérêt aussi. Laurent Aymeric, c'est long de comprendre, parce que là, on est dans l'usage pur, vraiment. On apprend tous les jours. Non, mais l'apprentissage de l'outil, parce qu'on voit bien que si c'est les métiers qui prennent en charge l'outil, c'est qu'il faut que ce soit fluide. En réalité, on enlève une boîte, on en remet une boîte. Je pense au service des relations entreprises, qui est un peu iconique quand on parle d'engagement et de CRM, puisqu'il s'agit d'une ère de la guerre, c'est les stages, le financement et les relations institutionnelles. Donc, voilà, est-ce que c'est simple de cette prise en main? Alors, moi, je crois que c'est beaucoup plus simple et rapide qu'il y a quelques années, parce qu'aujourd'hui, quels que soient les profils utilisateurs, tout le monde est quand même aguerri au techno-web, au moins dans l'usage dont on est en train de parler. Par contre, c'est un apprentissage qui reste continu, parce qu'évidemment, il y a tout le temps des processus qui évoluent, que l'utilisateur doit prendre en compte, et puis des fonctionnalités, bien sûr, parce que le CRM est un logiciel vivant avec des nouveaux usages, des nouvelles fonctionnalités, pas au quotidien, mais régulières en tout cas. Ouais, bon, on voit bien quand on regarde les questions qui nous sont posées, et je remercie à toutes celles et ceux qui nous les ont envoyées, on est vraiment sur l'usage et peut-être pas la défiance, voire la méfiance, mais un peu la peur parfois. Quelle est la difficulté, la conduite du changement, la durée de cette transition? On a répondu, vous disiez 3-9 mois, selon l'importance et la volumétrie. Je crois qu'on est vraiment sur des problématiques de temps. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. On ne peut pas du jour au lendemain passer d'une situation à une autre. Ouais, et puis je crois que ce qui est important quand on parle de conduite du changement, au risque d'enfoncer une porte ouverte, vraiment, mais impliquer les futurs utilisateurs dès que possible, quoi. Dès qu'on commence à se dire que peut-être on a un projet CRM, les impliquer tout de suite, c'est déjà être sûr de ne pas passer à côté des besoins réels, et puis en tout cas maximiser les chances qu'ils s'approprient l'outil dès la mise en production. Une problématique qui apparaît dans les établissements
tous les établissements et même les entreprises, c'est l'interopérabilité. Excusez-moi du terme un peu barbare, mais c'est évidemment passer d'une appli à une autre et avec fluidité. Là, Marie Travetto nous demande si on utilise déjà un outil pour les alumni et les conventions de stage, peut-on acquérir une partie de données pour gérer la relation employeur? On voit bien aussi que parfois les choses se construisent de manière empirique, sans véritable vision, et pourtant ça marche. Et quand on veut professionnaliser, on aspire à avoir un outil un peu plus professionnel. Cette interopérabilité, c'est un sujet, j'imagine. Oui, oui, tout à fait. Et là ben, en fait, alors je parle pour Eudonet, hein, mais quand on... Là, la question est pour vous, donc ça tombe bien. En tout cas, quand on met en place Eudonet chez un client, on tient toujours compte de l'existant. S'il y a déjà un logiciel sur un sujet qui donne satisfaction, on n'a pas forcément vocation à le remplacer. Et en fait, on va échanger des données souvent avec ce logiciel-là. Typiquement, l'Alumni dans l'exemple, eh bien, on va chercher à récupérer de l'information du logiciel de gestion des alumni pour pouvoir l'exploiter sur les autres briques métiers qu'on va mettre en place. On continue les questions. Et pour rejoindre un sujet, qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que évidemment quand il y a de l'interopérabilité, c'est-à-dire de l'échange de données entre des sites web, des formulaires ou d'autres applications, bah, il faut bien que la DSI de l'établissement soit impliquée. Voilà. Donc c'est vrai que quoi qu'il arrive, c'est bien qu'il y ait une vision et un pilotage DSI pour des aspects hyper techniques que une personne fonctionnelle métier va pas forcément maîtriser, puis de toute façon ne pourra pas avoir d'action réelle dessus. Et évidemment côté processus, fonctionnalité, workflow interne, bah, c'est les personnes, le personnel du métier qui doit être maître de tout ça. Donc sur des projets un peu globaux où on réfléchit interopérabilité, front office et back office CRM, il faut l'appui, la vision, l'avis de la DSI. Donc l'interopérabilité, c'est vraiment au cœur des préoccupations de la DSI. Donc dans notre cas, avec un CRM, on fait déjà une grande partie du chemin. Mais sur la cible alumni, là qu'on vient de citer à plusieurs reprises, on le traite de manière particulière avec un système où au départ, donc on travaille avec une start-up où on disait bon, ben, on va voir ce que ça donne, et il s'avère que ça marche très très bien. C'est qu'en fait, eux ont des algorithmes qui permettent d'aller rechercher dans les réseaux sociaux professionnels type LinkedIn les informations de nos étudiants. Machine learning. Voilà. Et du coup, en fait, alors qu'on était plutôt dans une logique de POC au tout départ, puisqu'on était un des premiers établissements à collaborer avec eux, ça s'avère être un outil qui fonctionne très très bien. Et par contre, la difficulté, c'est de créer, on est en train de travailler un petit peu sur le sujet, là, de créer des automatismes pour ramener, typiquement, on gère aussi nos alumni dans le CRM, mais avec un nombre d'items qui est incroyablement plus faible que ce que l'autre source nous ramène. Beaucoup d'établissements, en fait, ont créé des outils sur la partie alumni pour que les personnes viennent saisir des données. Et en fait, le fait d'aller... Aujourd'hui, moi, je pense que n'importe quelle personne qui est en situation d'emploi, il a un profil sur LinkedIn, qu'il actualise a fortiori s'il cherche du boulot. Et du coup, d'aller chercher les infos de ce côté-là s'avère beaucoup plus efficace que mettre à disposition. Dans le commerce, on parle de génération de leads. On va les chercher sur LinkedIn, sur Twitter, sur whatever, sur tous les réseaux sociaux. C'est ça. Donc, notre partenariat avec l'entreprise, nous, c'est ciblé sur les réseaux sociaux professionnels et on voit que dans l'actualisation des données, ça fonctionne très, très bien. Est-ce que ça soulève, ça évite l'écueil de du RGPD? Alors là, c'est un débat qu'on pourrait étendre sur beaucoup plus que le temps qui nous est consacré, parce que cette entreprise, en tout cas, dit qu'elle est réglementaire au niveau du RGPD, mais grosso modo... Mais vous ne voulez pas savoir. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, quand vous êtes sur LinkedIn, par exemple, vous cochez une petite case qui dit que l'information est publique ou non. Et donc, ils ont un certain nombre d'argumentations pour dire qu'ils sont conformes avec le RGPD. Si on pousse les choses jusqu'au bout, je ne suis pas assez juriste pour dire que c'est sur 100%, mais effectivement, c'est une des grandes questions de ce genre d'outils. Je crois qu'on a perdu Gilbert. En effet. Si on continue sur l'interopérabilité,
Nous, quand on a acquis Give Expert, c'était pas encore, ça faisait pas partie du groupe Eudonet. Et on a mis en place une API qui permettait aux deux applications de se connecter. Alors, ça demande du boulot, hein, ça demande aussi ça demande des moyens financiers. Mais à la fin, voilà, on a quelque chose qui fonctionne et ça permet de faire travailler ensemble les applis. Gilbert, effectivement, des problèmes. C'est vrai que aujourd'hui, techniquement, on est quand même beaucoup moins contraint qu'avant. Entre l'API, des échanges de fichiers, des connexions, on va dire, natives entre différents outils, on arrive quand même à retrouver les informations qu'on veut au bon endroit. Mais évidemment, ça doit quand même passer par une sorte de définition très précise de qui a la main sur quoi et quelle donnée est mise à jour par qui. Enfin voilà, il y a quand même. Ça paraît techniquement simple. Après, dans la pratique, ça peut devenir complexe, quoi. Et surtout, comme on disait au départ, engager des services, des personnes qui n'ont pas forcément envie de partager. Voilà. C'est vaste aussi. Pardonnez-moi, hein, mais vous avez vu, on parle technique, on parle usage, et ben voilà, plus de Wi-Fi. Alors, je suis en filaire en plus. Hein. Alors, est-ce qu'on continue les questions? Parce que j'avais préparé mon petit effet. Michel Marquez nous appelle d'Haïti. Donc, on est loin. Comment pourrais-je mettre en place cet outil GRM, GRC? Merci de votre aide. Alors, on a répondu en partie. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, ça me dit. Vous m'entendez? Assez faiblement. Ah, moi je vous entends très bien. Hein. Alors, à Haïti, on demande comment mettre en place cet outil GRM, GRC. On a répondu en partie, je pense, pour cette question. Oui, on a répondu en partie, mais en partie seulement. Et donc, pour mettre en place un outil, la première question à se poser, c'est de quoi est-ce que j'ai réellement besoin? Et puis, éventuellement, de rentrer en contact avec nous, et puis on accompagnera de toute façon ce besoin-là, quoi. Vous l'accueillerez avec plaisir. Exactement. Parce que vous êtes sympa. Véronique de Paris-Saclay, qu'on connaît bien. Combien de plateformes de net Sigma a-t-elle d'utilisateurs métiers? C'est une question pour Olivier. Donc, nous, on n'utilise pas Eudonet, hein, on utilise un CRM. Et en fait, dans le nombre d'utilisateurs métiers, je vais répondre par service. En fait, pratiquement tout le monde utilise l'outil dans sa globalité. Si je me restreins au CRM, c'est essentiellement la direction des partenariats industriels, la scolarité et les relations internationales. La communication également. Donc, en termes de nombre de personnes qui ensuite interviennent dessus, ça dépend complètement de la taille de l'établissement. Mais quand je dis ça, je suis trop partiel parce que, par exemple, on vient de mettre au point une petite fiche partenaire qui permet de lister tous les partenariats qu'on a une entreprise. Et ça a un succès fou auprès des étudiants et auprès des enseignants, puisqu'en fait, ils partent avec un double A4 qui résume tout ce que l'on connaît de l'entreprise. Est-ce qu'il y a un stage en ce moment, par exemple? Donc, un enseignant qui va démarcher pour un contrat de recherche ou de la taxe d'apprentissage, le fait qu'il sache qu'il y a actuellement un contrat d'alternance, 2 contrats pro et un stage, ça permet de ne pas être déconnecté et d'arriver avec des arguments qui sont toujours très appréciés dans les discussions. Allez, on continue parce qu'on arrive à… On n'est pas fini, mais qui porte le projet DSI? Car j'ai du mal à voir la posture de consommateur et de porteur du projet. Alors Olivier, vous êtes DSI, alors on peut peut-être répondre, et puis nos amis de Net également, parce qu'on voit bien, mais Émeric a répondu en partie tout à l'heure, c'est très variable, hein, c'est ça, en fait, ça dépend un peu de la maturité, même des personnalités qui peuvent faire émerger le projet. Mais quel que soit en fait le domaine dont on parle dans les systèmes d'information, soit on a une vision que c'est l'informaticien qui apporte l'outil et au métier de se débrouiller, et là on va vers l'échec, soit on co-construit des choses. Donc l'idéal, c'est justement d'avoir des outils agiles qui permettent d'adapter la solution à ce que les métiers veulent. Et là, on rentre dans un cercle vertueux où l'informaticien n'est pas vu comme le donneur d'ordre, mais comme quelqu'un qui aide.
Moi, de toute façon, je m'entends bien avec le DSI, de toute façon, par nature, parce que sinon, ça peut poser un gros problème. On est d'accord, hein? Ah oui, alors, on a une vraie bonne question. Combien de temps LinkedIn laissera les applications aspirer, siphonner ces datas? C'est vrai, hein? Vous avez vu qu'aujourd'hui, Google est attaqué, hein, c'est 60 millions de consommateurs qui ont attaqué Google parce que, évidemment, on ne sait pas ce qu'ils font avec leurs data. Ils ont siphonné le marché pub de la presse. Donc, il y a un vrai sujet sur ces sujets-là. Pour l'instant, ça passe, LinkedIn, on est d'accord? Donc, oui, je suis tout à fait d'accord. Donc, nous, on utilise cet outil à la fois dans une logique aussi d'observatoire des métiers. Ça va très loin, hein. C'est-à-dire qu'on sait où sont nos alumni, dans quel secteur d'activité, dans quelles entreprises. Et on s'en sert aussi comme un outil d'orientation pour les étudiants qui sont présents. C'est-à-dire qu'on les recrute en première année dans un tronc commun. Ils peuvent avoir un projet professionnel très abouti où ils veulent exactement savoir ce qu'ils vont faire. Et là, on leur remonte les parcours des alumni qu'est-ce qu'ils ont fait pour aboutir à ce métier. Et à l'inverse, et c'est peut-être le cas majoritaire, il y a des jeunes qui arrivent en première année qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire. Et du coup, ils se disent, si je choisis par exemple tel domaine de formation, vers quel métier ça m'amène, où en sont les gens qui ont été diplômés depuis 10 ans, c'est ce genre d'informations. Ouais, c'est assez intéressant, hein. Alors, la question que je voulais poser, et je remercie Marine de me servir cela sur un plateau. Quel est le tarif? Tout ça, parce qu'évidemment, c'est de l'investissement humain, c'est de l'investissement de temps, c'est de l'investissement d'organisation, et c'est des investissements évidemment financiers en monnaie sonnante et trébuchante. Avant que Émeric et Laurent répondent, Olivier et Laurent J, dites-nous, est-ce que ça représente une ligne budgétaire importante ou en tout cas qu'il faut anticiper longtemps avant? Donc, nous, quelque part, la part de CRM étant inclus dans l'ERP qui a été acheté il y a longtemps, c'était fondu dans la masse. Mais donc, c'est très difficile de quantifier combien ça coûte, alors qu'on a tous cette question-là. Par contre, c'est une brique qui est plus facile que d'autres à justifier, parce que le retour sur investissement sur certaines cibles, il est évident. Nous, par exemple, en mettant en place avec le CRM une stratégie sur la taxe d'apprentissage, à partir du moment où on a fait ça, on gagnait entre 20 et 40% de taxes chaque année. Et on a fait l'expérimentation dans les deux sens, c'est-à-dire qu'à l'occasion d'un changement de gouvernance, il a été décidé que la taxe d'apprentissage, c'était une affaire de direction et ils sont repassés sur des Excel catastrophiques et on a vu que la taxe a dégringolé. Donc là, c'est pas combien ça coûte, c'est combien ça rapporte en réalité quand on a un CRM. Et typiquement sur un sujet comme la taxe, là vous voyez le résultat avec un chiffre en euros, hein. Laurent, on parle en euros aussi chez vous alors? Oui, tout à fait, on parle en euros, en milliers d'euros, parce qu'il faut l'installer, CRM, et ensuite il faut aussi l'entretenir. Il y a des frais et en effet, c'est un coût qui est important. Après, clairement, c'est vrai que voilà, on ne pourrait pas travailler sur Excel. Et ça permet de faire des choses, voilà. Et un CRM, c'est comme Photoshop, c'est comme Excel, c'est aussi des outils qui sont très très puissants et on peut faire beaucoup de choses avec. Donc nous, on y voit clairement un intérêt, mais c'est un investissement. C'est-à-dire qu'on ne se lance pas comme ça, la fleur au fusil, dans n'importe quel CRM, dans n'importe quelle organisation. C'est quelque chose qu'il faut penser, qu'il faut réfléchir. Et c'est vrai que quand on est au début, c'est bien de le penser directement, tout de suite, nativement, avec les différentes personnes intéressées. À savoir votre école, votre fondation et votre association des alumni, parce que c'est vraiment le Graal, il est là, il y a vraiment le partage des données entre les trois organisations pour pouvoir faire vivre le contact et la data dans le temps, quoi. Alors Laurent Émeric, on ne va pas balayer d'un revers de main ce problématique d'investissement. Je ne vais pas parler de coût, hein, on est d'accord, de cet investissement. Est-ce que justement, c'est une charge quand même? Donc, comment vous envisagez les choses quand vous allez voir vos prospects, clients ou partenaires? Évidemment qu'il y a un investissement initial et même après dans l'utilisation, il y a forcément des mises à jour, enfin des compléments, des suppléments à prévoir. Donc, c'est durant toute la vie de l'utilisation et des outils, il faut évidemment prévoir des enveloppes. Voilà. Parce qu'il y a plus d'utilisateurs, parce qu'il y a des besoins d'évolution et d'amélioration, parce qu'il faut suivre telle tendance ou telle stratégie. Donc, voilà, c'est quelque chose qui vit et qui
se réfléchit évidemment à long terme et qui se réfléchit évidemment sous l'axe de combien ça va me coûter immédiatement. Et comme disaient Olivier et Laurent, c'est qu'est-ce que ça me rapporte. Donc, quel est le ROI? Alors, ça peut être évidemment du ROI si on parle de taxe d'apprentissage. Bah, on va savoir, voilà, j'avais tant avant, j'ai tant maintenant, la différence, voilà. C'est le gain immédiat et on parle de calculable, dizaines de milliers d'euros. Un investissement, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors, évidemment, c'est pas la même chose entre petite école et une université qui adresse 30 000 étudiants, mais on parle quand même d'un investissement significatif. Ah, sur la durée de vie d'un CRM, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Bien sûr. Oui, oui. Et le gain de temps, enfin le gain dont on parlait, ça peut être du gain d'argent, ça peut être du gain de temps, ça peut être du gain de partage d'informations, voilà, de faire ce qu'on va appeler du cross-sell, c'est-à-dire attaquer une même personne, un même interlocuteur de plusieurs côtés, hein, c'est-à-dire le solliciter pour la taxe, le solliciter pour des stages, le solliciter pour des dons, le solliciter pour des programmes ou des cursus particuliers. Donc voilà, donc, c'est tout ça qu'il faut aussi envisager. Hein. Il ne faut pas se concentrer sur ce que ça me coûte à l'instant T et balayer tous les gains qu'on va retirer de l'utilisation de ces outils. Et je parle du CRM, mais c'est pareil pour tout ce qui va concerner le fundraising et puis la gestion de la communauté des alumni. C'est-à-dire que il y a évidemment un gain. Donc, l'objectif en fait de la mise en place d'un CRM, il faut le réfléchir au global. Voilà. Ce que ça va apporter à l'établissement et qu'est-ce que ça va apporter aussi, parce que ça peut être aussi du gain de notoriété au sens large. Alors, voilà, un sujet pour conclure que je voudrais aborder également, qui est une sorte de, pas de sujet périphérique, mais un sujet conséquence d'un CRM, Olivier et Laurent, c'est la qualité des messages. Parce qu'une fois qu'on a les datas et les données et les contacts, il ne suffit pas de les toucher, leur demander des sous, c'est les soins qu'on apporte à cette communication. Et là aussi, c'est des nouveaux métiers qui émergent. Oui, complètement. Si on prend par exemple quelque chose de concret comme la taxe d'apprentissage, quelque part, c'est une démarche commerciale. Donc, si vous vous contentez d'utiliser le CRM pour envoyer… le bon de remplir le document ci-joint. Voilà, une plaquette postale ou un mail qui les sollicite, vous avez fait qu'une petite partie du chemin. Donc, justement, derrière le terme de CRM, on met des outils qui peuvent être assez différents. Hein. Si vous êtes un vendeur par correspondance, vous appelez un numéro de téléphone, ça vous affiche que la personne a commandé les dernières fois, donc vous ciblez votre discours. Donc, nous, on n'en est pas du tout à ce stade-là. Mais par contre, sans le CRM, on ne sait pas fournir, même si on sous-traite, par exemple, la relance sur la taxe d'apprentissage, on vient fournir les infos du CRM aux sous-traitants qui assurent cette partie commerciale faute de moyens internes. Ouais, oui. Et Olivier, c'est fondamental. Moi, parfois, je suis sollicité comme un ancien ou comme journaliste. Je suis frappé de voir la médiocrité des messages. Quoi. Je me dis, mais au fond, s'ils veulent qu'on achète quelque chose, il faut peut-être donner envie, non? Exactement. Je parlais tout à l'heure de 13 000 entreprises dans notre CRM. Pour la taxe d'apprentissage, on en cible moins d'1 millier. Et l'entrée en contact se dit, bon ben voilà, vous avez un contrat pro chez vous et on a fait 3 stages ensemble l'année dernière. Vous avez versé il y a 2 ans, mais pas l'année dernière. C'est ce genre de message, parce que la première chose, c'est que déjà l'interlocuteur qui va avoir la décision du versement de la taxe dans l'entreprise, il peut être un financier qui n'a aucune conscience du niveau de partenariat qu'on a avec lui. Donc, c'est à nous d'apporter les informations comme des arguments. Sur la collecte des dons auprès des particuliers, je disais tout à l'heure, on chasse dans un zoo, et si je continue la métaphore, avec les RGPD avant, en fait, on va dire qu'on chassait à la mitraillette. Aujourd'hui, il faut changer un peu de méthode et être plus des snipers. Et donc, vraiment travailler sur cette segmentation, la qualité de l'information, à qui on envoie l'information pour ne pas saturer. C'est aussi un enjeu du partage de données. Si on se rassure les uns les autres en se disant oui, on ne va pas harceler les gens et ils vont continuer à pouvoir lire nos messages, je pense que c'est quelque chose de super important. Et pardon. Et donc oui, c'est vraiment… c'est capital, quoi. C'est capital.
Aymeric et Laurent, justement, quand vous donnez cet outil, ce magnifique outil, il ne suffit pas de donner une belle voiture qui va vite ou qui conduit dans le désert, il faut savoir s'en servir. Hein, j'imagine, est-ce qu'il y a cette recommandation de soigner les messages, avoir par contre une culture du feedback, beaucoup d'écoles me parlaient de ça aussi, ou d'université, une culture du feedback en temps réel sur un sujet donné. Est-ce que ça aussi, c'est une part importante du cercle? Oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a organisé nos services en interne par métier. C'est-à-dire, si un établissement fait le choix de Donnet, eh bien, le consultant, le chef de projet, qui va l'accompagner tout au long de la mise en place, il fait de l'enseignement supérieur 90% de son temps chez Donnet. Et donc, il y a à la fois cette expertise CRM et cette logique métier pour être force de proposition dans la mise en place et avoir ce niveau de recommandation-là sur les éléments de communication dans l'exemple. Ouais. C'est vrai qu'on ne peut pas... on peut plus balancer des messages comme ça et on peut plus. Juste un mot, j'en parlais là rapidement. La culture du feedback, parce qu'il suffit pas d'envoyer des informations. Est-ce qu'il faut souvent solliciter sa base, lui demander son avis, faire des sondages, faire des choses comme ça? Laurent, votre micro. Oui, en fundraising, on dit demandez-moi de l'argent, vous aurez un conseil. Demandez-moi un conseil, vous aurez de l'argent. Est-ce que je peux vous raconter une anecdote que me racontait un ancien d'une très, très, très grande école dont vous avez parlé, Laurent J d'ailleurs, qui me disait pendant la crise de 2008, je recevais, alors il a fait la grande école en France et il avait fait son master en Angleterre. Et vous avez l'école française qui envoyait donnez-nous des sous, donnez-nous des sous. Enfin, c'est un message assez basique. Quand vous avez des Anglais qui disent c'est la crise, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Est-ce qu'on peut vous aider? C'est ce que vous venez de dire exactement. Il dit, mais je ne comprends pas, en France, on passe son temps à me demander du pognon, en gros, et alors que il y avait un soin apporté quand même au message envoyé. C'est là où je veux en venir. Cette culture du feedback, elle me semble essentielle pour savoir. J'avais dit d'ailleurs au directeur de la grande école, j'ai dit, faites attention à envoyer le message. Alors, il a fait le museau en me disant, non, c'est pas vrai, mais en fait, si, c'était bien vrai. C'était bel et bien vrai. Dans tous les établissements, moi, quand je discute avec mes collègues, les RGPD nous font peur. C'est-à-dire qu'on se dit, avant, on avait des méthodes de travail, on faisait du mass mailing, et on se dit, si on demande l'avis aux gens, comment on va faire? Donc, ça nous amène aussi à repenser complètement notre manière de travailler, à repenser notre relation. Pour ça, le CRM peut nous aider. Donc, les RGPD, c'est une contrainte, mais ça peut aussi être une opportunité. Et justement, ça nous amène à travailler différemment, à devoir affiner notre discours, notre relation. Et moi, je trouve ça effrayant et à la fois aussi très excitant, à la fois dans notre métier, parce que ça nous amène à changer. Mais bon, là, notre métier, le métier de fundraiser, c'est un métier où on passe notre temps justement à s'adapter. Et c'est pour ça que c'est un métier de passion. Et voilà, moi, je trouve que c'est aussi une opportunité. Et c'est vrai que pour ça, les CRM peuvent nous aider, parce que clairement, ce n'est pas des choses qu'on peut faire avec du tableau Excel. Mais d'ailleurs, quand on est dans l'aéronautique comme vous, on peut envoyer des belles photos, des films, parce que moi, j'ai vu des choses incroyables. Hein, vous disiez, des experts, les amoureux du secteur, il faut aller les chercher aussi. Il faut leur proposer du rich media. Il faut leur proposer. J'imagine que tout ça, ça doit faire partie aussi de vos critères, enfin vos soucis pour adresser les populations. Alors aujourd'hui, les populations externes à l'école, on va aller les chercher dans les entreprises du secteur. On n'est pas mainstream. Après, vraiment, on ne s'adresse pas à une population très large. On va vraiment au premier cercle. Les passionnés, en tout cas, d'aéronautique. On a fait le tour de la question. Est-ce qu'on a tout dit, Olivier, Laurent, côté établissement? On a bien vu vos problématiques. Aymeric, vous avez eu un regard d'expert. Laurent, R, alors, est-ce qu'on a dit des choses, il me semble intéressantes. Moi, j'ai appris plein de choses. J'en sais beaucoup plus. Je sais même combien ça coûte à peu près, hein, on va dire, à la louche. Est-ce que je crois qu'il faudrait continuer sans cesse à éclairer les lanternes pour ce sujet-là, parce que c'est vrai que, comme disait, c'est un sujet qui n'a pas de fin. C'est vous, Olivier. On pourra en reparler l'année prochaine au Sync Education. On va faire un webinaire point d'étape. Oui, parce qu'on a couvert, je pense, un peu tous les sujets. Donc, il y a effectivement plein de choses qui méritent d'être approfondies, mais c'est avec chaque établissement et chaque position que voilà,
parce que ce qui est fait effectivement à Sigma va être très différent de ce qui va être fait dans une autre école, voilà, une autre université. Donc chaque projet va être différent, unique, et c'est justement toute la force de un ou plusieurs outils. Ça permet de couvrir globalement tous les besoins. En tout cas, il faut y aller. Voilà, je crois que c'est une recommandation qu'on peut donner. Ne pas y aller, en tout cas, on ne pourra pas faire. Le tableau Excel, oublié, hein, pour celles et ceux qui dirigent un établissement. C'était bien avant. Voilà, il y a plein de fonctionnalités, on ne les connaît pas toutes, mais ça ne suffit plus. Voilà. Moi, je vous donne rendez-vous demain aussi en physique. Ça sera à la Sorbonne. Je ne sais pas si vous êtes à Paris. Vous êtes les bienvenus. Il y aura le ministre qui viendra nous dire un mot. Il y aura les présidents d'université, les patrons de grandes écoles. Sur l'international, la raison d'être, hein, vous l'avez vu, c'est notre thématique de cette année. On vous attend impatiemment. Merci à vous, merci à eux d'être notre partenaire. Merci Olivier Bula, merci Laurent Julliard. Longue vie aux établissements que vous représentez, qui sont déjà, qui nous voient souvent que je leur souhaite longue vie, puisque ça marche déjà très bien. Et leur prestige et leur prestige est déjà assez large comme ça. Merci beaucoup, on nous dit merci, et ben on vous dit merci à tous et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci.